Bonjour. Dans cette vidéo palpitante et haletante, nous poserons la question désarmante et déconcertante de la mesure du développement social. Mesurer le développement social, c'est d'abord se demander si on a les bons moyens de le mesurer, si on a les bons indicateurs statistiques. Le PIB par habitant, est-ce que c'est le bon indicateur? On se posera la question d'abord sur le thème des inégalités. Parce que pendant très longtemps, le développement en général, qu'il soit économique, social ou environnemental, eh bien, on l'a mesuré simplement avec un indicateur qui servait à peu près à tout. C'était le PIB par habitant. Et le PIB par habitant, eh bien, c'est toujours la référence. Aujourd'hui, on souhaite toujours la croissance. Nos dirigeants politiques disent tous qu'ils veulent absolument retrouver la croissance. Qu'est-ce que c'est que la croissance? C'est l'augmentation, la croissance économique, c'est l'augmentation du PIB, justement. Donc, comme si le PIB, c'était la solution à tout, le PIB, s'il s'élève, eh bien forcément, on aura plus de richesse, puisque le PIB, c'est la production de richesse. Et c'est vrai que quand on produit plus de richesse, on a plus de moyens pour améliorer la vie de tout le monde. En général, c'est dans les pays les plus riches qu'on est en meilleure santé, qu'on a le meilleur système éducatif. Bref, l'argent ne fait pas le bonheur, mais un peu quand même. En fait, c'est pas si simple. Dans cette vidéo, on va voir que le PIB par habitant n'est pas un bon indicateur si on veut mesurer le développement social. Et qu'en fait, il faudrait trouver d'autres indicateurs statistiques. Alors la première faiblesse du PIB par habitant, c'est que justement, il ne révèle pas les inégalités sociales. Et au fond, c'est assez normal, parce que le PIB par habitant, c'est une moyenne. Si on fait la moyenne de vos notes d'histoire-géographie, supposons que vous ayez eu un 0 et un 20 au cours du trimestre, votre moyenne c'est 10. Si votre camarade a eu un 10 et un 10, sa moyenne c'est aussi 10. Or vous êtes bien d'accord avec moi pour dire que même si vous avez la même moyenne, vous n'avez pas eu les mêmes résultats, ça ne veut pas dire la même chose, on ne peut pas l'interpréter de la même façon. Eh bien, c'est un peu la même chose pour le PIB par habitant. On va prendre un exemple. Si on prend le cas de la Californie, cet État des États-Unis, tout à l'ouest des États-Unis, qui a un PIB par habitant de 64 000 $. C'est très bien, 64 000 $. En France, on est à 37 000 $. Donc c'est presque le double de la production de richesse française par habitant. La Californie, c'est un État très riche, c'est un État qui fait rêver, c'est là qu'on va trouver les plus belles villas, c'est là qu'à Los Angeles, par exemple, dans le quartier de Malibu, c'est là qu'on a une très belle concentration de richesse qui illustre bien cette richesse de la Californie. Mais Los Angeles, c'est aussi le quartier de South Central, par exemple. Et South Central, c'est un paysage un petit peu différent, où l'atmosphère n'est pas tout à fait la même. En fait, à Los Angeles, il y a des inégalités très fortes. Si on prend la carte du revenu à Los Angeles, on voit qu'en jaune, ce sont les quartiers les plus pauvres, et South Central, justement, c'est ici. C'est un quartier où le revenu médian est à peu près 3 à 20 fois inférieur, je dis bien 20 fois inférieur, au revenu médian du quartier de Malibu, qui se trouve ici, le quartier où se trouvent les villas qu'on vient de voir dans la diapo précédente. Donc, à quelques kilomètres, eh bien, on trouve des inégalités énormes. Le PIB par habitant de la Californie est élevé, et il montre que la Californie est riche, mais ça ne veut pas dire grand-chose pour les habitants, parce que les habitants ne profitent pas tous de cette richesse de la même façon. Non seulement il y a des pauvres, mais en plus, les pauvres vivent à l'écart des riches. Les pauvres sont au centre, les riches sont en périphérie, et ce sont des populations qui ne se rencontrent pas. Il y a en plus des inégalités, la suite logique des inégalités, c'est-à-dire une véritable ségrégation spatiale, comme on trouve peu d'exemples à ce point dans les autres pays développés. Et ça, le PIB par habitant ne le montre pas, or c'est peut-être ce qui compte le plus pour mesurer la situation réelle des habitants. Alors pour mesurer les inégalités, on a un autre indicateur. Cet indicateur, c'est l'indice de Gini. Alors l'indice ou coefficient ou indicateur de Gini, c'est un calcul compliqué qui permet de mettre en évidence les inégalités. Et on voit ici qu'en vert, les pays sont les moins égalitaires, les pays en vert sont les moins inégalitaires. C'est le cas bien sûr des pays européens et particulièrement d'Europe du Nord qui ont un indice de Gini entre 25 et 30. Les États-Unis, en revanche, bien sûr, on le voit, sont assez fortement inégalitaires, ils ont un indice de Gini élevé.
Ce qui est intéressant, c'est de constater que la Chine est dans la même catégorie. La Chine a même un indice de Gini légèrement supérieur aux États-Unis. Alors que la Chine se présente comme un pays communiste, donc où tout le monde devrait être normalement à égalité, eh bien la Chine est encore plus inégalitaire que les États-Unis, avec un indice de Gini légèrement supérieur. Si j'insiste sur les inégalités, c'est parce qu'elles se sont beaucoup transformées ces dernières années. Si on regarde le monde des années 70, avec ce graphique qui vient du site Gapminder, on se place ici au début des années 70, donc il y a une cinquantaine d'années, en répartissant la population du monde sur un axe en fonction de son niveau de revenu. On a placé une limite ici qui est le seuil d'extrême pauvreté à 2 $ par jour. On estime qu'en dessous de 2 $ par jour, on ne gagne pas assez pour vivre de façon un minimum décente. Si on regarde la population de l'époque, on voit que le monde est très clairement divisé en deux. Il y a les riches, il y a les pauvres. Et on a à l'époque à peu près la moitié de la population du monde qui vit dans l'extrême pauvreté. Maintenant, si on fait évoluer ce graphique dans le temps, on constate qu'au fur et à mesure que les années passent, eh bien, il y a un enrichissement général. L'ensemble du système se déplace vers la droite, c'est-à-dire que les gens deviennent plus riches. Et la situation aujourd'hui, c'est que il n'y a plus que 11% de la population en dessous du seuil d'extrême pauvreté. 11% de la population, ça fait beaucoup moins évidemment que dans les années 70, mais ça fait encore du monde, puisque la population du monde a très fortement augmenté. Même si le nombre diminue, eh bien il y a encore 700 millions de personnes dans le monde qui souffrent de la faim. 700 millions de personnes, ça fait 11 fois la population de la France. En même temps, le monde n'est plus divisé entre pays riches et pays pauvres. Si on revient aux années 70, à nouveau, au début des années 70, eh bien, la courbe a un peu la forme d'un chameau avec deux bosses, et les pays sont soit dans une catégorie, soit dans l'autre. Si on prend le cas de la Chine, on voit qu'à l'époque, il n'y a pas de Chinois riches, hein, même ceux qui sont ici sont pauvres. Il y a en revanche beaucoup de Chinois très pauvres. La Chine est un pays pauvre. À peu près la même chose pour l'Inde. Et puis de l'autre côté, eh bien, vous avez des pays riches, des pays comme les États-Unis, comme la Russie à l'époque, hein, qui fait partie de l'URSS, pays communiste, ou les pays européens, qui se situent eux aussi dans la partie droite du graphique. On était soit dans un camp, soit dans l'autre. Mais au fur et à mesure que la situation évolue, avec le temps, le chameau se transforme en quelque sorte en dromadaire, hein, il n'y a plus qu'une bosse à la fin. Et aujourd'hui, en 2015, si on prend les statistiques de 2015, on constate que, si on prend l'exemple de la Chine par exemple, la courbe est beaucoup plus étendue. En fait, vous avez des Chinois qui sont très riches et qui sont au niveau des États-Unis, des Américains riches, et puis vous avez une masse de Chinois qui est à peu près au milieu, et puis vous avez encore un nombre non négligeable de Chinois qui sont en situation d'extrême pauvreté. C'est la même chose en Inde, et d'ailleurs là, les Indiens en situation d'extrême pauvreté sont eux aussi très nombreux. Et dans la plupart des pays, aujourd'hui, même les États-Unis, on voit que ça s'étend sur une très grande largeur, et qu'il y a au fond un nombre non négligeable d'Américains qui ne sont pas très loin du seuil d'extrême pauvreté. Donc aujourd'hui, les pays peuvent être majoritairement riches ou majoritairement pauvres, mais leurs inégalités internes sont devenues beaucoup plus fortes. Le vrai problème aujourd'hui, ce sont moins les inégalités entre pays que les inégalités internes à chaque pays. Et pour mesurer les inégalités entre pays, le PIB par habitant est très bien. En revanche, pour mesurer les inégalités internes à chaque pays, le PIB par habitant est un très mauvais indicateur.